Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de Plus belle la vie, épisode 507. Un épisode où rien n'est jamais totalement clair. Où chaque silence pèse autant qu'un aveu. Où chaque regard évité semble cacher une vérité bien plus dérangeante qu'il n'y paraît. Tout commence par une scène glaçante, presque anodine en apparence, mais qui va faire vaciller toute l'enquête. Un casier. Un code oublié. Un objet disparu. Et cette impression troublante que quelqu'un, quelque part, a toujours une longueur d'avance sur la police. Théo est confronté, observé, scruté. Il hésite. Il temporise. Il gagne du temps. Trop de temps. Est-il réellement perdu ou joue-t-il un rôle parfaitement maîtrisé? Pendant que les enquêteurs tentent de démêler le vrai du faux, les certitudes s'effritent. Un alibi solide, presque trop parfait. Une dénonciation qui semblait décisive mais qui débouche sur le vide. Et une question qui commence à s'imposer, insidieuse, si Théo n'est pas le coupable, alors qu'il manipule réellement les pièces de ce puzzle? Mais l'épisode ne se contente pas d'une seule ligne de tension. Loin des murs du commissariat, d'autres combats se jouent, plus intimes, mais tout aussi puissants. Au Mistral, Apolline brise un tabou, expose une fragilité que beaucoup préfèrent taire. Derrière une simple affiche se cache un courage immense, celui d'oser parler, d'oser exister sans honte. Un moment suspendu, presque apaisant en apparence seulement. Car ailleurs, la tension monte à nouveau. À la faculté, Zoé franchit une ligne dangereuse. Ce qui n'était qu'un engagement devient un acte clandestin. Un passe volé. Un bureau forcé. Un document brûlé. Chaque geste est un pas de plus vers un point de non-retour. Et quand Mathilde pousse Zoé à prendre la parole, à devenir le visage du mouvement, une autre question surgit, jusqu'où Zoé est-elle prête à aller, et à quel prix? Mais le cœur sombre de l'épisode bat autour d'un seul personnage, Noémie. Victime d'une agression encore inexpliquée, privée de son travail, fragilisée psychologiquement, elle semble glisser peu à peu vers une zone de plus en plus trouble. Ses réactions interpellent. Son passé ressurgit. Et ce que Morgane découvre au commissariat va tout changer. Un père accusé de meurtre. Un suicide. Un drame ancien jamais digéré. Soudain, certains silences prennent un autre sens. Certaines colères deviennent inquiétantes. Et lorsque la police met enfin la main sur les premières pages du mémoire de Noémie, l'effroi est total. Une liste. Des noms. Des criminels arrêtés par Boé et Nebou. Une méthode. Une obsession. Rien n'est laissé au hasard. À cet instant précis, Patrick comprend. Trop tard, peut-être. Noémie garde les enfants ce soir-là. L'urgence explose. Plus de temps pour douter. Plus de temps pour réfléchir. Une porte ouverte. Un appartement vide. Un silence assourdissant. Et cette certitude glaçante qui s'impose, dans cet épisode, le danger n'est peut-être pas là où tout le monde le cherchait. Un épisode tendu, dérangeant, profondément troublant, où les frontières entre victimes et menaces deviennent floues, presque insupportables. On analyse tout. Scène par scène. Maintenant. Le nouvel épisode s'ouvre sur une scène glaçante, qui installe d'emblée un climat de suspicion et de faux-semblants. Au commissariat, Blanche n'a pas hésité. Ce qu'elle a vu au pavillon des fleurs l'a suffisamment marquée pour qu'elle alerte la police. Elle a dénoncé Théo et évoqué ce casier dans lequel elle l'a vu déposer quelque chose en toute discrétion. Patrick Nebou et Boé sont à ses côtés lorsque Théo est confronté aux faits. L'atmosphère est lourde, tendue, presque électrique. Face aux policiers, Théo adopte une attitude déroutante. Il prétend d'abord ne plus se souvenir du code du casier. Il hésite, bafouille, gagne du temps. Chaque seconde qui passe renforce le malaise. Boé le fixe, soupçonneux, convaincu qu'il joue la montre. Nebou, lui, observe en silence, attentif aux moindres détails, aux moindres tics révélateurs. Finalement, sous la pression, Théo se décide à entrer un code. Le casier s'ouvre. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Absolument rien. Le vide est brutal, presque humiliant.
L'objet que Blanche pensait avoir vu disparaît, comme s'il n'avait jamais existé. Théo se referme aussitôt, feignant l'incompréhension, laissant entendre qu'il n'a rien à se reprocher. Le doute s'installe immédiatement. Quelqu'un a-t-il vidé le casier avant leur arrivée? Et surtout, pourquoi? L'enquête se poursuit sur un autre front. Morgane est chargée de vérifier l'alibi de Théo au moment de l'agression de Vadim et Noémie. Elle le confronte calmement, méthodiquement. Théo affirme qu'il n'était pas sur les lieux. Selon lui, il prenait une leçon de conduite à l'auto-école dédiée à leur précise des faits. Une explication qui semble solide sur le papier, mais qui doit encore être confirmée. Alors que les pistes s'effritent les unes après les autres, une impression persiste. Quelque chose ne colle pas. Entre le casier mystérieusement vidé, l'amnésie sélective de Théo et cet alibi qui tombe presque trop bien, les certitudes vacillent. Et pendant que les enquêteurs cherchent la vérité, une question s'impose peu à peu, Noémie dit-elle vraiment tout ce qu'elle sait, ou joue-t-elle un jeu bien plus dangereux qu'il n'y paraît? La scène suivante change de ton, mais pas de profondeur, et aborde un sujet intime avec beaucoup de délicatesse. Au Mistral, Apolline a posé une affiche du cercle d'Aphrodite. Elle attire l'œil sans être provocante, claire sans être frontale. Le thème est explicite, le vaginisme. Un mot encore trop souvent entouré de silence et de gêne. Yolande s'arrête devant l'affiche, intriguée. Elle observe, lit attentivement, puis confie à Apolline qu'elle a connu une amie qui en souffrait. Une femme discrète, marquée par cette douleur invisible, et qui en avait beaucoup souffert en silence. Apolline hésite un instant, puis se lance. Elle avoue à Yolande que ce sujet la concerne directement. Elle aussi en souffre. Sa voix est posée, mais l'aveu est lourd. Poser cette affiche n'est pas un geste anodin pour elle. C'est une manière de sortir de l'ombre, de refuser la honte, de dire que ce problème existe et qu'il ne définit pas une personne. Elle explique qu'à travers cette initiative, elle veut montrer qu'il existe des solutions, des accompagnements, des espaces de parole où l'on peut être écouté sans jugement. Yolande l'écoute avec respect, sans interrompre, consciente de la force que demande une telle confession. Ce moment, simple en apparence, devient un acte de courage. En affichant ces mots au grand jour, Apolline ne cherche pas l'attention. Elle cherche à ouvrir une porte, pour elle, mais aussi pour toutes celles qui n'osent pas encore parler. La scène se termine sur un silence apaisé, presque bienveillant. Entre ces deux femmes, une forme de solidarité naît. Une reconnaissance mutuelle, discrète mais profonde, qui rappelle que même au milieu des intrigues et des tensions, certains combats se mènent dans l'intimité, avec une force tout aussi déterminante. La scène suivante s'ouvre sur une pointe d'ironie amère, avant de glisser vers une action bien plus risquée. Dans la cuisine, Ariane tombe sur une feuille scotchée au frigo. Une liste de prénoms atypiques, soigneusement écrits, censés alimenter la réflexion autour du bébé à venir. Mais très vite, Ariane comprend. Derrière cette initiative en apparence légère, Oé ne cherche pas réellement à proposer des idées. Elle se moque. Une provocation à peine déguisée, une façon détournée d'exprimer son malaise et sa distance face à cette grossesse qui continue de la bousculer. Ariane ne dit rien. Elle n'a pas besoin de mots pour saisir le message. Le geste en dit déjà long. Puis le récit bascule à la faculté, dans un registre beaucoup plus tendu. Zoé retrouve Mathilde. Les deux jeunes femmes sont concentrées, déterminées. Elles préparent un coup risqué, pensé dans les moindres détails. Zoé a réussi à mettre la main sur le pass du directeur. Un geste illégal, réfléchi, assumé. Sans hésiter, elle s'en sert pour entrer dans son bureau, consciente qu'un faux pas pourrait avoir de lourdes conséquences. À l'intérieur, l'atmosphère est lourde. Zoé fouille rapidement, méthodique, jusqu'à trouver ce qu'elle cherche. Une feuille de route. Un document crucial, contenant des noms, des informations sensibles, capables de faire basculer l'équilibre du mouvement à la fac. Zoé s'en empare et ressort sans se faire repérer. À l'extérieur, Mathilde laisse enfin échapper un soupir de soulagement. Sans perdre de temps, Mathilde brûle la feuille. Le feu dévore le papier, effaçant les preuves, supprimant toute trace. Le geste est radical, définitif. Pour elle, c'est une victoire stratégique,
mais aussi une nécessité. Ce document ne doit plus jamais réapparaître. Portée par l'adrénaline et l'urgence de la situation, Mathilde va plus loin. Elle affirme qu'il est temps que Zoé prenne un rôle central. Elle veut qu'elle devienne la porte-parole du mouvement à la fac. Une position exposée, risquée, mais essentielle. Zoé ne répond pas immédiatement. Cette proposition la place au cœur d'un combat collectif, mais aussi sous les projecteurs. Une nouvelle responsabilité qui fait écho à tout ce qu'elle traverse déjà. La scène se referme sur cette tension silencieuse. Entre provocation familiale, actes clandestins et engagement militant, Zoé avance sur une ligne de plus en plus fragile, où chaque choix l'éloigne un peu plus de l'insouciance et l'oblige à affronter ce qu'elle est prête à devenir. La scène suivante revient à une atmosphère plus feutrée, mais tout aussi chargée de doutes. Blanche retrouve Noémie et Vadim pour faire le point. Elle leur confie, sans détour, qu'elle était convaincue d'avoir vu l'ordinateur de Noémie dans le casier. Elle décrit précisément ce qu'elle a aperçu, son intuition, ce bref instant où tout semblait enfin s'éclairer. Mais le casier vide est venu balayer cette certitude, laissant derrière lui plus de questions que de réponses. Noémie, elle, reste ferme. Elle est persuadée que Théo n'est pas son agresseur. Malgré son comportement étrange, malgré les soupçons qui pèsent sur lui, elle refuse d'y croire. Pour elle, quelque chose ne colle pas. Elle sent que la vérité est ailleurs, que la personne qui l'a attaquée et qui a volé son ordinateur ne correspond pas à ce profil-là. Vadim écoute en silence, partagé entre le besoin d'avancer et l'impression que l'enquête tourne en rond. Voyant Noémie fatiguée, mentalement épuisée, Blanche change doucement de registre. Elle lui propose son aide. Pas sur l'enquête, pas sur Théo, mais sur ce qui lui manque le plus depuis l'agression, son mémoire. Blanche sait à quel point ce travail comptait pour Noémie, combien il la définissait aussi. Elle lui suggère d'essayer de reprendre ses idées, de reconstruire peu à peu ce qu'elle avait commencé, même sans l'ordinateur. Des notes, des pistes, des hypothèses, tout n'est peut-être pas perdu. Noémie hésite, touchée par cette proposition. L'idée de replonger dans son travail lui fait peur, mais en même temps, elle y voit une possible bouée. Une manière de reprendre le contrôle, de ne pas se laisser réduire à son statut de victime. Dans ce moment suspendu, l'aide de Blanche apparaît comme un soutien précieux, presque salvateur. La scène se termine sur cette tentative de reconstruction. Tandis que l'enquête piétine et que les certitudes s'effritent, un autre combat commence pour Noémie. Celui de se relever, de penser à nouveau, et de continuer à avancer malgré l'ombre qui plane toujours autour d'elle. La scène suivante s'inscrit dans une atmosphère plus calme, mais chargée d'émotions intérieures. Apolline remercie Léa d'avoir accepté de devenir médecin référent pour l'association du Cercle Aphrodite. Elle lui confie que cet engagement lui fait du bien. Aider les autres, parler, accompagner, donner des clés à celles qui souffrent comme elle, tout cela lui permet de transformer sa propre douleur en quelque chose d'utile, presque réparateur. Léa l'écoute avec bienveillance, mais tient à recadrer les choses avec douceur. Elle lui rappelle que, malgré l'importance de l'association, ce combat reste avant tout intime. Apolline ne doit pas s'oublier derrière l'aide qu'elle apporte aux autres. Sa priorité, c'est aussi elle-même. Un peu plus tard, Apolline retrouve Steve autour d'un café. L'ambiance est plus légère au départ, mais elle se tend rapidement. Steve avoue qu'il a complètement oublié le concert de vendredi. Avec son stage, il ne pense pas pouvoir arriver à l'heure, ni même être sûr de venir. La nouvelle tombe comme une douche froide. Apolline est profondément déçue. Elle ne fait pas de scène, mais sa déception est évidente. Ce concert comptait pour elle, bien plus qu'il n'y paraît. Sans s'attarder sur le malaise, Apolline prend une décision. Presque sur un coup de tête, mais avec une certaine lucidité. Elle sort son téléphone et envoie un message à Léa pour lui demander si elle accepterait de l'accompagner au concert. Ce n'est pas un geste de provocation, ni une revanche. Plutôt une façon de ne pas renoncer à ce moment qu'elle attendait, et de ne pas rester seule avec sa frustration. La scène se termine sur ce choix inattendu. Apolline avance, ajuste ses attentes, cherche d'autres équilibres. Entre déception sentimentale et nouveaux liens qui se dessinent, elle continue de tracer son chemin, consciente que certaines absences obligent parfois à inventer d'autres présences.
La scène suivante tranche brutalement avec la douceur apparente des moments précédents et fait basculer l'atmosphère dans quelque chose de beaucoup plus inquiétant. À la maison, Lucy sollicite Noémie pour l'aider à réciter son texte pour l'école. Elle s'approche d'elle avec confiance, presque innocemment, attendant un encouragement, un soutien. Mais Noémie n'est pas dans le bon état d'esprit. Elle est tendue, à bout. La fatigue, la pression de l'enquête, la perte de son ordinateur et l'impression d'être observée en permanence ont fini par fissurer son calme. Dans la cuisine, Noémie est absorbée par ce qu'elle fait, l'esprit ailleurs. Agacée, elle se retourne vers Lucy et laisse échapper sa colère. Elle lui dit qu'elle en a assez de supporter ce qu'elle appelle ses « caprices d'ado autocentrés ». Les mots sont durs, tranchants, disproportionnés face à la demande de l'enfant. Lucy reste figée, blessée, ne comprenant pas pourquoi cette aide anodine déclenche une telle réaction. Noémie ne semble pas mesurer immédiatement la violence de ce qu'elle vient de dire. Elle est enfermée dans sa propre tension, incapable, à cet instant, de contenir ce qui déborde. Son ton sec, son regard fermé, son absence émotionnelle créent un malaise profond, laissant planer une inquiétude sourde sur son état psychologique. Pendant ce temps, au commissariat, Morgane fait une découverte majeure. En creusant le passé familial de Noémie, elle tombe sur une information lourde de sens. Antoine, le père de Noémie, s'est donné la mort après avoir été accusé de meurtre. Un drame ancien, enfoui, mais jamais vraiment résolu sur le plan humain. Cette révélation éclaire soudain d'un jour nouveau certains comportements de Noémie, ses réactions excessives, ses silences, ses zones d'ombre. Cette double scène agit comme un choc. D'un côté, une violence verbale inquiétante dans l'intimité d'un foyer. De l'autre, un passé tragique qui refait surface et menace de tout contaminer. Peu à peu, une évidence se dessine, derrière l'affaire Vadim, derrière l'agression et le vol, c'est toute l'histoire personnelle de Noémie qui commence à remonter à la surface, avec ses blessures profondes et ses fantômes jamais apaisés. La scène suivante fait basculer l'intrigue dans une urgence absolue. Boé parvient enfin à joindre le directeur de la faculté. Après quelques réticences, celui-ci accepte de coopérer. Il a conservé des copies partielles du travail de Noémie et accepte d'en transmettre le contenu. Boé découvre alors les prémices de son mémoire. Ce qu'il lit le glace immédiatement. Il ne s'agit pas d'un travail théorique abstrait, ni d'une simple réflexion universitaire. Noémie a dressé une liste précise de criminels qu'elle a ciblés, étudiés, disséqués. Parmi eux figurent Pavel, Nicolas Berger, surnommé l'Enchanteur, et Cecilia Lopez. Tous ont un point commun essentiel. Ils ont été arrêtés par Boé et Nebou. Ce n'est pas une coïncidence. Noémie ne s'est pas contentée de compiler des dossiers au hasard. Elle a analysé les profils psychologiques, les parcours, les failles, mais aussi le modus operandi de chacun. Elle cherche des constantes, des mécanismes, des répétitions. Son travail est méthodique, structuré, presque obsessionnel. Tout indique qu'elle a volontairement choisi ces cas précis, comme si elle suivait une logique qui lui est propre. Quand Patrick prend connaissance de ces éléments, la panique s'empare de lui. Une pensée le traverse brutalement. Il réalise soudain que Noémie garde les enfants ce soir. L'information le frappe de plein fouet. Il ne réfléchit pas plus longtemps. Il le dit à Boé, d'une voix tendue, presque étranglée. Il faut y aller. Maintenant. Les deux hommes quittent le commissariat immédiatement. Le trajet leur semble interminable. Arrivés devant l'appartement, un détail les alerte aussitôt. La porte est ouverte. Pas entr'ouverte. Ouverte. Ils entrent, armes prêtes, le cœur battant. À l'intérieur, le silence est total. Aucun bruit. Aucun mouvement. Les pièces sont désertes. Personne à l'horizon. Ce silence est plus inquiétant que n'importe quel cri. Il annonce qu'il s'est passé quelque chose. Et au moment où Patrick appelle, la voix tremblante, sans obtenir de réponse, une certitude s'impose. Ils sont peut-être arrivés trop tard. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode 507 de Plus belle la vie. Un épisode qui ne donne aucune réponse simple. Un épisode qui ne rassure pas. Au contraire. Il laisse derrière lui un silence lourd, presque étouffant,
comme une pièce où l'on vient d'éteindre la lumière sans prévenir. Car ce qui frappe, au fond, ce n'est pas seulement l'enquête qui piétine, ni ce casier vidé au dernier moment, ni même cet alibi trop parfait pour être totalement innocent. Ce qui dérange vraiment, c'est cette sensation persistante que la vérité est là, tout près mais qu'elle refuse obstinément de se laisser saisir. Autour de Noémie, les lignes deviennent floues. Victime, oui. Fragilisée, sans aucun doute. Mais son passé, son travail universitaire, ses réactions de plus en plus incontrôlées et ce lien troublant avec des affaires criminelles majeures ouvrent une brèche inquiétante. Rien n'est affirmé. Rien n'est encore condamné. Mais le doute, lui, est désormais impossible à ignorer. En parallèle, l'épisode rappelle que Plus belle la vie c'est aussi raconter des combats plus silencieux. Ceux d'Apolline, qui transforment une douleur intime en acte de courage. Ceux de Zoé, qui glissent peu à peu d'un engagement sincère vers des choix dangereux, où chaque décision peut avoir des conséquences irréversibles. Des trajectoires différentes, mais un même point commun, la perte progressive de l'innocence. Et puis il y a cette dernière image. Une porte ouverte. Un appartement vide. Aucun bruit. Aucun cri. Juste l'absence. Une absence qui fait naître toutes les peurs possibles. À cet instant précis, la série ne montre rien mais suggère tout. Et c'est peut-être là ce qu'il y a de plus glaçant. L'épisode se termine, mais l'angoisse, elle, reste intacte. Les certitudes se sont effondrées. Les rôles ne sont plus aussi clairs. Et une question hante désormais l'esprit, quand la frontière entre victime et menace devient floue, comment reconnaître le danger avant qu'il ne soit trop tard ? La suite promet d'être lourde de conséquences. Et une chose est sûre, après cet épisode, plus rien ne pourra revenir exactement comme avant. On se retrouve très vite pour la suite de Plus belle la vie.